Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler survivalisme. Alors le survivalisme, c'est des images d'Épinal entre guillemets, hein. C'est l'Américain des années 60 qui se construit un bunker parce qu'il a peur de se prendre une bombe atomique russe ou soviétique du moins à l'époque sur le coin du nez. Et puis actuellement c'est des types qui se préparent dans leur bad, hein, on va dire des fermes. Alors qu'est-ce qui les distingue eux des personnes qui s'inscrivent dans une démarche, on va dire, de décroissance? Eh bien, c'est cet aspect lié aux armes, hein, aux armes à feu. Donc on a d'un côté des gens qui recherchent une forme de résilience et d'autosuffisance. Et quand on bascule du côté un peu plus survivaliste, on considère que la société s'effondre et qu'il faut être capable également d'assurer sa propre sécurité. Et donc c'est ce qui peut définir la frontière entre ces décroissants et cette mouvance survivaliste actuelle. Alors pour moi, c'est des images d'Épinal, dans le sens où effectivement on vit à une époque d'images, hein, à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Et bien sûr, chacun essaye de faire sa promo, donc chacun essaye de se démarquer, on va dire. Et donc il y a une forme d'identité qui émerge de ça. Alors évidemment, le survivalisme aujourd'hui, c'est un type qui est là, qui se fait un délire, tout un délire sur les réseaux, notamment Instagram par exemple, avec les armes à feu, les armes en tout genre, hein. Voilà, donc on a l'impression qu'on a affaire à un OP, un opérationnel, un militaire, et pas n'importe lequel, hein, évidemment, hein, un commando. Donc bref, tout ça me laisse un petit peu perplexe. Alors, euh, je tiens déjà à signaler que le survivalisme se justifie. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, d'une part, considèrent que l'être humain a toujours été plus ou moins autonome, recherche cette autonomie, et c'est vrai, c'est l'État moderne, et notamment notre civilisation occidentale, hein, qui tend à déresponsabiliser au maximum l'individu et le rendre complètement dépendant. Alors une forme de dépendance plus ou moins illusoire, hein, parce que les États se nourrissent bien sur la bête, enfin du moins de ceux qui sont productifs, on va dire. Mais bon, ça revient quand même à ça. Euh, donc on recherche cette forme d'autosuffisance et d'indépendance par rapport à un État qui nous biberonnerait d'un côté, hein, quand on est complètement assisté, et de l'autre nous ponctionnerait à mort si on est productif, et se servirait sur la bête, hein, comme si on était des esclaves modernes. Alors, ça c'est le premier aspect des choses. Donc effectivement, cette recherche de revenir, cette recherche qui s'inscrit dans le cadre d'un retour aux fondamentaux de l'être humain, hein, lié à cette prise de responsabilité individuelle, lié à une forme d'autosuffisance, ou sur des unités, on va dire, un peu plus importantes que l'unité individuelle, hein. On va dire des petits groupes, des villages, des tribus, on va dire l'organisation de la tribu. Et l'autre aspect, c'est effectivement le constat qu'on est dans une situation d'effondrement, ou qu'on va y arriver. Donc bon, effectivement, hein, il y a des degrés dans cet effondrement, de la civilisation. À mon sens, on y est déjà, le cycle est déjà largement entamé. Il y a encore guère que l'économie à peu près, hein, qui tient à peu près debout et qui constitue un ciment par rapport à tout ça, mais on voit bien qu'au niveau spirituel, au niveau des valeurs qui ont constitué le socle de toute civilisation depuis des centaines d'années, ça part en sucette. Voilà, il n'y a que l'attrait du pouvoir, de l'argent et des satisfactions immédiates qui dominent actuellement. Plus personne n'a une vision longue. On le voit bien au niveau de l'environnement, des pollutions, etc. Bon, c'est bien beau, tous les ans on se fait une COP quelque chose, hein. Tout le monde arrive avec son avion supersonique, c'est 200 personnes, la voiture blindée et tout, on se fait une bouffe quelque part. Tous les chefs d'État se font une bouffe, se retrouvent, ils passent un super week-end. Ils signent des papiers qui seront jamais de toute façon et des accords qui seront jamais mis véritablement en œuvre. Tout le monde repart, puis ça continue comme en 14, comme en 40, enfin bref, donc il se passe rien finalement, on voit bien. Donc effectivement, cet effondrement, pour moi, il a déjà démarré. Alors il n'est pas complètement effectif parce qu'évidemment, quand on dit effondrement, on imagine tout de suite un scénario à la Mad Max. Alors on n'y est pas encore, peut-être qu'on y viendra ou peut-être pas. Ceci étant dit, quand on est dans un cycle d'effondrement, quand on observe un peu ce qui s'est déjà produit dans le passé, et un des meilleurs exemples, c'est
l'effondrement de la civilisation romaine, bon bah voilà, hein, c'est pas comme ce qu'on nous vend, comme les journaux ou les médias à sensation nous vendent, attention 2012, à minuit pile, c'est la fin du monde, tout s'effondre, c'est pas comme ça que ça se passe. En général, ça prend des dizaines d'années, parfois des centaines d'années, avant qu'il y ait un effondrement définitif et puis que ça soit vraiment véritablement marqué sur le terrain, hein, avec par exemple la population de Rome qui passe de, je sais pas, 1 million d'habitants, je crois, à 10 000. Bon, bah là, voilà, le barbare qui envahit la ville, qui la brûle une énième fois, et qui repart cette fois-ci en rejetant le sceptre impérial parce que ça ne l'intéresse pas. Bon, là, ça marque vraiment l'effondrement final de la cité et de l'empire et de la société, de cette civilisation, en fait. Hein. Mais un effondrement qui avait commencé bien plus tôt. Voilà. Donc, effectivement, le survivalisme, dans cette optique-là, se justifie. Alors, là où je me fais l'avocat du diable, bon, c'est juste par rapport à quelques remarques, effectivement, j'observe beaucoup de choses sur les réseaux, et notamment une série d'émissions qui m'a interpellé. Alors, c'est une émission américaine, hein, c'est un peu grosso modo Vie ma vie de survivaliste. Alors, il y avait différents profils qui étaient présentés, je trouvais ça assez intéressant. J'ai décelé des failles psychologiques qui sont moteurs dans toute entreprise humaine, mais qui me paraissent, bon, c'est toujours intéressant d'y réfléchir, et après des limites qui pour moi sont un peu rédhibitoires, et peut-être qu'il y a une autre voie, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre à faire. Alors, j'ai vu différents profils. Je pensais notamment déjà à un type complètement en surpoids, obèse, qui manifestement n'a pas de vie sociale et qui, à travers son activité entre guillemets de survivaliste, essentiellement menée sur les réseaux sociaux, ben, quelque part se trouve une motivation dans sa vie et puis il trouve une forme de socialisation, même si elle est virtuelle, en se disant qu'elle pourra passer dans le réel si effondrement il y a. Parce que son leitmotiv, c'est effectivement, je pourrais aider les gens. Alors, bon, c'est bien beau, mais ce type-là, d'après ce que je me souviens, hein, il a du diabète, il était en fauteuil, il était en surpoids, mais... donc physiquement, il y a un souci déjà. Hein. Donc pour moi, la faille psychologique, déjà, c'est celle-là, c'est que... eh bien, il trouve à travers son activité entre guillemets de survivaliste un moyen de se socialiser. Ça reste que du virtuel. Ce type-là est hors de la vie. Pour moi, il y a un souci. Il faudrait déjà qu'il commence à investir la vie réelle, travailler sur son physique, parce que s'il veut être survivaliste en cas d'effondrement, et notamment d'effondrement à la Mad Max, je ne suis pas persuadé que, même si chacun a ses chances, hein, évidemment, quel que soit le niveau de préparation, je ne suis pas persuadé que ça puisse tenir la route, quoi. Physiquement, il y a un souci. Le type, s'il fait 100 mètres et qu'il pique un sprint, il s'effondre avec une crise cardiaque. Bon, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit prêt et apte à pouvoir vraiment survivre dans de bonnes conditions. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? J'ai vu aussi des gens qui avaient investi, je ne sais plus, 50 000 $ dans un espèce de bunker dans leur cave, en fait, hein. Donc ils avaient creusé un trou, ils avaient fait construire un truc qui leur coûtait les yeux de la tête, le machin il fait 10 mètres carrés. Ils pensaient survivre là-dedans peut-être 1 ou 2 mois à 4, avant de éventuellement s'échapper et rejoindre un bateau pour rejoindre une autre destination, un autre plan B. Alors, moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent là-dedans. La première, évidemment, c'est le fait d'en faire de la publicité par médias interposés. Alors, bon, voilà, pour moi, il y a encore une faille psychologique là-dedans, parce qu'il y a un besoin de reconnaissance sociale à travers cette préparation. Mais d'un point de vue purement effectif, qu'est-ce qui se passe s'il y a effondrement ? Les voisins, l'entourage, tous ceux qui ont vu l'émission, ils vont savoir où se réfugier, où aller chercher de la bouffe à ce moment-là. Donc, bon, pour moi, il y a un problème, parce que quand on fait ce genre de choses, on essaye de rester un minimum dans l'anonymat, préserver son anonymat. Là, c'est tout juste si le type ne file pas son adresse. Enfin, en tout cas, les voisins vont le reconnaître, vont reconnaître l'endroit. Donc, quel est l'intérêt de mettre 50 000 balles dans un trou, dans son garage, en espérant rester là s'il y a un effondrement total pendant 1 ou 2 mois peut-être pour le temps que ça se tasse un peu, et puis après prévoir une évacuation de nuit, si tout le monde sait où ça se trouve, voilà. Donc il y a une forme de reconnaissance sociale à travers cette démarche.
qui peut même aller plus loin, hein, puisque ça sous-entend le fait que, regarde, moi je fais ça pour ma famille, toi tu fais rien, qu'est-ce qui se passe en cas d'effondrement? Tu n'es pas prêt à investir comme moi je le fais pour sauver ma famille. Donc on peut aller loin dans le biais et la faille psychologique du truc. Donc voilà, une limite supplémentaire. J'avais vu un autre profil aussi, bon ça c'est des trucs particuliers, hein, mais j'avais vu un autre profil où le type s'était construit une BAD, hein, voilà, une base autonome durable avec sa femme, bon, 60 ans, en retraite au Texas. Alors ça tient la route, hein, c'est leur délire. Maintenant, résultat des courses, concrètement, comment ça se passe au quotidien? Bah, ces gens-là font des conserves à longueur de journée. À chaque fois qu'ils font de la bouffe, ils en font 10 kilos de plus pour stocker. Il y a le jardin, il y a tout ça. Bon, moi j'ai grandi à la campagne. Déjà, ça me saoulait quand il fallait écosser les haricots, les petits pois et compagnie. C'était pas mon truc. En plus, il fallait le manger. Alors, bon, comme on avait en stock avec des bocaux, bah, voilà, ça revenait souvent. C'est chiant, on mange toujours la même chose. Donc je pense qu'il faut faire coïncider son idéal de vie avec ce type de truc. Si votre idéal c'est de creuser la terre et de planter et de récolter, bah, vous êtes fermier à ce moment-là, vous faites ça à temps plein, quoi, hein. Mais si vous le faites en prévision d'un effondrement total en disant ça va me permettre de nourrir ma famille, alors que c'est pas votre délire, ça va être compliqué. Je pense qu'à un moment, il va y avoir un clash. Alors soit ça va pas être viable parce que vous avez pété un câble, personnellement. Si vous êtes en famille, vous emmenez votre femme dans ce type de délire, vous achetez une ferme complètement reculée, etc. Voilà, s'il faut qu'elle fasse 2 heures pour aller faire du shopping, ça va pas le faire. Si elle est loin de ses parents, machin, et de ses amis, ça va être la même chose. Donc il y a de fortes chances qu'à un moment, le couple éclate. Faut être lucide par rapport à ça. Donc est-ce que c'est judicieux de se lancer dans ce type de délire en prévision d'un éventuel effondrement, en sachant que c'est pas au final votre idéal de vie. Donc ça, c'est vraiment un questionnement individuel qu'il faut se poser. Il faut faire coïncider son idéal de vie avec entre guillemets, ses prévisions. Parce que si vous n'êtes pas aligné, vous courez, à mon sens, à la catastrophe. Surtout s'il n'y a pas d'effondrement. Alors vous courez à la catastrophe s'il n'y a pas d'effondrement, et puis s'il y a effondrement, de toute façon on courra tous à la catastrophe, hein, quel que soit le niveau de préparation, parce que par définition, si vous êtes campé sur comment dire, recroquevillé sur votre unité de production, entre guillemets, votre ferme, machin, etc., bon, si le tsunami passe, il peut aussi passer par chez vous, hein, ça on peut pas le savoir à l'avance. Donc, alors ça j'avais vu ça aussi, et je me dis, bon, ça ne vous laisse pas beaucoup de possibilités de vous développer autrement, c'est-à-dire de vous socialiser, comment dire, de lire, de vous cultiver. Voilà, les sorties sont réduites au minimum, à la peau de chagrin. Donc, vraiment, encore une fois, il faut réfléchir à votre idéal de vie, hein, dans un trip comme celui-ci. Alors, j'ai vu aussi autre chose, je vois beaucoup de gens qui délirent avec des armes. Alors ça, c'est vraiment ce qui distingue le survivaliste, entre guillemets, du décroissant, hein, qui se dit, bon, être autonome, machin, mais qui est un peu dans un esprit... Alors, la démarche est intéressante, parce qu'effectivement, si effondrement de la société il y aura... mais ça, on ne peut pas le savoir avant, mais il y aura, grosso modo, l'humain va osciller entre deux choses. Soit... comment dire, soit la prédation, soit la coopération. Et ça va être fonction du temps, ça va être fonction de l'environnement social. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir avant, hein. Vous pouvez vous-même à un moment coopérer et à un moment être prédateur. Vous serez forcément prédateur si vous avez besoin de nourrir votre famille et que vos enfants crèvent de faim et qu'il faut aller chercher une boîte de conserve chez le voisin. Bon, bah voilà, il y en a qui seront amenés à le faire. Donc il faut être conscient de ça, c'est une réalité. Donc rejeter complètement la possibilité d'assurer sa propre défense, à mon sens, c'est complètement débile. Mais à l'opposé du spectre, effectivement, tout ce délire, entre guillemets, survivaliste actuel, où on voit des types qui s'exhibent avec des armes, des machins, etc., comme si c'était leur métier, bah, ça me fait un peu doucement sourire, parce que on est un peu dans le même cadre des gens qui font, entre guillemets, des techniques ultimes, genre Krav Maga, de self-défense, etc. Il ne s'agit pas de mettre un treillis et de jouer avec un couteau en plastique dans un club avec un copain pour se dire que on va pouvoir être amené à s'en servir, à se défendre. Ça, on ne peut pas le savoir.
tant que ça n'est pas arrivé, ce qui distingue toujours le type qui s'entraîne de celui qui a vécu, c'est l'expérience. Donc moi je veux bien jouer avec des armes à feu, des couteaux, etc. Sur les réseaux, ou prendre en photo dans des situations, comment dire, alambiquées. Enfin, alors ça c'est de la promo évidemment, c'est bien, mais quand même, vous ne savez pas comment vous serez amené à réagir si par malheur vous êtes mis dans une situation de conflit, d'opposition. Ça vous ne pouvez pas savoir. Alors vous pouvez toujours vous amuser avec des armes en vous donnant une image d'eux, mais voilà. Par rapport à, je sais pas moi, jouer les militaires en treillis survivaliste sur Instagram, c'est pas pareil que le commando marine qui lui fait une opération où il joue sa peau et où il a déjà joué. Donc il y a quand même, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle de se dire que je ne sais pas comment je vais réagir. Intellectuellement, je me dis oui, je suis préparé, je me prépare, mais tant que vous n'avez pas vécu le truc, vous ne pouvez pas savoir. Donc je pense qu'il faut quand même rester. Il faut quand même avoir une certaine forme d'humilité par rapport à ça, parce que si ce n'est pas votre métier déjà à la base, eh ben, si vous êtes quand même, il y a quand même un gap entre le fait de s'entraîner pour et de se dire, de montrer l'image du type qui pourrait ou qui a. Parce qu'il y a quand même, à la base, la différence, c'est l'expérience. Vous ne l'avez jamais fait, pour la plupart. Donc c'est difficile. Et je pense qu'il faut avoir cette honnêteté de se dire, même si vous y avez pensé intellectuellement, oui, je me prépare, mais est-ce que je pourrais? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas encore vécu. Donc voilà, ça c'est encore aussi un... Alors derrière ça, il y a sous-tendu une sorte de biais psychologique. Si vous faites ça pour votre promo personnelle, bon, ça peut induire en erreur, comme les mecs qui sont chargés, qui présentent, voilà, qui vendent des programmes de muscu. Ça met en erreur les gamins de 15 ans, 16 ans qui rêvent, mais qui se disent qu'en mangeant des œufs et des protéines en poudre, ils pourront être comme ça. Bon, dans le cadre du survivalisme, vous faites votre promo, ça mange pas de pain, les photos sont belles, bon voilà. Maintenant, ça pose problème d'un point de vue psychologique en termes de biais si vous croyez vous-même à votre propre film. Et là, je me dis, on est sur un truc un peu bizarre où, quelque part, effectivement, la plupart des gens mènent une vie de merde, entre guillemets, noyés dans le quotidien, et entrevoir une forme d'effondrement, un scénario à la Mad Max, putain, ça peut être kiffant, parce que là, on se dit, ouais, je vais sortir le gun, je vais me la péter et tout, voilà. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas dans un film hollywoodien. Et quand vous lisez un petit peu des témoignages liés à des guerres civiles, à des révolutions, des choses comme ça, c'est pas joli. Donc il faut faire preuve un peu d'humilité par rapport à ça et pas trop jouer le Rambo entre guillemets des bacs à sable. Parce que bon, si vous faites ça par promo, encore une fois, c'est une chose. Maintenant, si vous croyez à votre propre film, alors que par ailleurs vous n'avez pas cette expérience concrète, à mon sens, ça pose problème d'un point de vue psychologique, surtout en termes de développement spirituel. Alors pour conclure là-dessus, ma petite remarque sur ce mouvement survivaliste, moi ce qui me gêne, c'est un peu le phénomène encore une fois, d'agrégat finalement, parce qu'on a une image du survivaliste qui doit être un peu un type armé dans sa bade, prêt à en découdre avec, voilà, et qui fait des conserves toute la journée, et un peu recroquevillé sur son truc. Alors moi ça me gêne, parce que je pense qu'il peut y avoir plein de formes de survivalisme. Comme je l'ai dit, par nature, l'être humain est survivaliste. Mais encore une fois, il faut bien se garder des images liées aux agrégats. Voilà. On peut être dans une démarche plus ou moins survivaliste sans forcément se trimballer en treillis avec des armes partout et en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Et pour aller dans le sens de cette remarque, lors de cette émission dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai vu un type qui, lui, s'inscrivait plus dans une démarche qui me parlait plus. C'est un gars qui vivait en Californie et il prenait connaissance de son environnement en utilisant le savoir des anciens, des Indiens, pour apprendre les plantes, pour apprendre les plantes qui soignent, les plantes avec lesquelles il peut se nourrir. Et il passait ses week-ends, ses loisirs. Alors, c'était complètement minimaliste. Le type a juste besoin d'un couteau finalement, mais bon, il développait son physique à travers des grands treks. Et puis, il allait à la rencontre de son environnement, et puis il apprenait plein de choses, de façon à être pouvoir résilient en cas de problème. Alors lui notamment, il se préparait au Big One, la faille de San Andreas, le jour où c'est censé péter. Il y a eu pas mal de films à grand spectacle, il y a eu un grand film catastrophe américain là-dessus. Bon, lui il se dit, voilà, moi je peux prendre le maquis,
et je peux survivre du moins un certain temps en pleine nature avec le minimum. Alors moi, cette démarche, je la trouve intéressante parce que ce qui me gêne dans le fait d'accumuler un tas de trucs, parce qu'au final, les gens qui font la promotion des BAD et compagnie, il y a un paradoxe là-dedans, parce que le survivaliste, quelque part, c'est quelqu'un qui essaye d'être, à mon sens, hein, le plus résilient et le moins dépendant possible de la société de consommation. Et là, pour le coup, bah, on accumule un tas de conneries, parce qu'évidemment, quand on se dit on a besoin d'électricité, il faut un générateur électrique. Alors si ce générateur tombe en panne, bah, c'est mieux d'en avoir deux. Et puis, peut-être qu'il en faut un troisième aussi, parce que s'il y a une couille avec les deux premiers, bah avec les pièces, on peut réparer l'autre. Et vous allez faire ça avec la lampe torche, vous allez faire ça avec les véhicules, vous allez faire ça avec tout. Donc du coup, vous accumulez un tas de trucs qui, la plupart du temps, ne vont pas vous servir. Et à mon sens, quelque part, ça dénote une forme de psychologie où vous vous recroquevillez sur vous-même, parce qu'il y a une peur derrière, sous-jacente. Alors la peur, elle fait partie inhérente de l'être humain. C'est un signal d'alerte, on en a besoin, mais la sagesse populaire dit qu'elle n'évite pas le danger. Et j'ai l'impression, moi, qu'en adoptant ce type de psychologie, vous allez être comme le type qui se recroqueville sur son rocher en se disant « Putain, ça coule autour, mais le tsunami ne va pas passer sur moi, parce que je suis fermement campé. » Mais si la vague passe, vous allez être emporté comme tous les autres, même si vous pourrez peut-être tenir 2-3 secondes de plus. Si la vague est puissante, si elle passe par chez vous, vous serez emporté aussi. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux, à mon sens, justement, peut-être aborder la chose différemment et se dire je suis le plus mobile possible, je développe de plus en plus de connaissances utiles dans différents domaines qui vont me servir à me repositionner d'une certaine façon en fonction des événements et en fonction du déroulé des événements. Et à mon sens, c'est ce qui me paraît être le plus viable parce que du coup, la peur, on la ressent aussi, elle est inhérente encore une fois à chaque individu, mais elle nous sert de signal. Et ce signal, ce sixième sens, il doit nous permettre de nous positionner et de nous repositionner en fonction des événements. Et à mon sens, ça me paraît beaucoup plus judicieux que de rester un peu campé sur une sécurité, à mon sens, qui est illusoire, en fonction du degré d'effondrement, évidemment. Voilà, eh bien écoutez, c'était ma petite réflexion du jour sur le survivalisme. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.